Lorsqu'on observe sociologiquement la Guinée, nous réalisons qu'elle est, à l'instar de tous les autres pays africains, un pays multilingue. Le pays compte une vingtaine de langues locales qui cohabitent de manière complémentaire avec la langue française, héritée de la colonisation. L'Institut de recherche linguistique appliquée a justement pour mission de contribuer à la promotion de ces langues afin qu'elles deviennent des moyens de communication, de développement durable et partagés par toutes les populations guinéennes. Pourtant, force est de constater qu'il est accordé peu de place à la gestion de nos langues dans des programmes nationaux de développement. En l'occurrence, on relève en Guinée un écart entre la réalité socio-linguistique nationale et la gestion des affaires politiques. En effet, s'il est une évidence que la situation socio-linguistique guinéenne se caractérise par une utilisation dominante des langues et dialectes du terroir par des populations dans toutes les situations de communication, on note malheureusement une exclusion de ces langues dans la gestion des affaires publiques par des gouvernants. Il n'y a que la langue française qui soit officiellement la langue employée au sein du système éducatif, dans l'administration ou au sein de la vie publique, bien qu'elle ne soit pratiquée que par une infime frange de la population guinéenne, dû au fait que la majorité soit analphabète. Cet état de fait pose problème et soulève des inquiétudes quant à l'équité d'accès à l'information et à l'éducation, à l'égalité des chances et à l'accès au travail qui constituent les conditions nécessaires au bien-être et au rehaussement des standards de vie de nos populations. Aussi, nous ne devons pas perdre de vue le fait que la démocratie impose un devoir de redevabilité. De redevabilité des gouvernants vis-à-vis des gouvernés qui requièrent que ces derniers soient au même niveau d'information et de compréhension pour les premiers. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec nous que le citoyen guinéen a le droit d'être informé en temps réel et de manière complète et d'être associé à la gestion de la chose publique. Mais comment cela peut être possible dans une langue qui est l'apanage d'un groupe restreint de personnes et dans un pays où l'on n'est qualifié d'intellectuel que seulement si l'on s'exprime en français? Prenons l'exemple des échéances électorales à travers lesquelles sont choisis nos dirigeants. Les populations sont souvent mobilisées dans des langues locales pendant les campagnes en vue de ces élections, ne sont malheureusement plus impliquées quand les personnes qu'elles ont eues arrivent aux affaires. Il est regrettable que les populations guinéennes et africaines soient sollicitées par le biais de leur langue et ne peuvent ni être informées sur les décisions qui sont prises pour elles, ni participer à la prise de décision ou simplement au débat qui engage leur avenir. Cette situation est source de frustration et peut être assimilée à une trahison, notamment dans le contexte parlementaire. Quand des élus, qui sont les représentants de ces populations, ne peuvent pas livrer à l'hémicycle le message dont ils sont chargés de transmettre simplement parce que les débats ont lieu dans une langue qui n'est pas la leur. D'ailleurs, notre argumentaire est d'autant solide qu'il cadre avec les objectifs de la politique linguistique du premier régime, qui créa d'abord l'Académie des langues en 1972, de 1972 à 1984, qui devint à partir de 1994 l'Institut de recherche linguistique appliquée IRLAP. Suite à la mort du président, feu Ahmed Sékou Touré, et la prise de pouvoir par l'armée, cette politique linguistique adoptée à l'époque visait l'émancipation totale des populations, la réhabilitation et la promotion des valeurs culturelles guinéennes, dont les langues sont les seuls supports irremplaçables. Elle visait dans le long terme à favoriser progressivement l'ancrage des langues nationales dans le système éducatif
pour le rendre plus accessible et performant. Ainsi, grâce à une planification linguistique méthodique, des actions d'envergure furent engagées pour promouvoir ces langues à travers l'alphabétisation, l'enseignement dans les langues nationales. Ainsi, tenant compte du plurilinguisme des citoyens et de l'importance numérique des locuteurs de certaines langues, 8 langues nationales sur 24 furent retenues pour l'alphabétisation et l'enseignement à partir de 1966. L'Académie des langues avait été créée en 1972 pour assurer la codification des langues retenues en rapport avec la chaire de linguistique de l'université. Depuis sa création en 1972, le service a réalisé assez de travaux sur l'alphabet, la grammaire, l'orthographe, la rédaction des manuels de lecture, de recueil, des contes et de la tradition orale, la traduction des manières scientifiques, des documents de référence tels que la traduction très récemment de la charte de la transition dans les 6 langues nationales. C'est sur la base de ces travaux que les langues avaient été introduites à l'école. D'abord comme matière d'enseignement, puis comme véhicule d'enseignement du primaire au collège. C'est la raison pourquoi l'IRLA suggère que l'on s'approprie des acquis du premier régime en dotant la loi fondamentale, notre nouvelle constitution, d'un article plus incitatif réservé à l'usage de nos langues nationales, puisque les précédentes constitutions se sont contentées d'inciter ou d'inviter les gouvernements successifs sans mesure contraignante à promouvoir les langues nationales. La loi fondamentale, en son article 1, indique que l'État va faire la promotion des langues nationales, lesquelles on ne connaît pas. Comment? On ne le sait pas. L'État a l'obligation ou va faire la promotion des langues nationales et des cultures guinéennes sans définir lesquelles ni comment. Cet article reste vague et n'engage pas sérieusement l'État dans le cadre de cette promotion annoncée dans l'article 1. Dans la prochaine constitution, l'Institut de recherche linguistique appliquée IRLA suggère et propose que la Constitution fasse clairement mention des 8 langues nationales qui ont fait l'objet de larges descriptions de promotion, notamment à l'école. Le Manikaka, le Pulaar, le Kissié, le Peleo, le Loma, Onéan, Wamé et le Sosokwe. Le respect et la prise en compte du multilinguisme dans la conduite des activités menées par les pouvoirs exécutifs et législatifs. L'utilisation des langues du terroir par le système éducatif comme moyen d'amélioration de l'éducation de base formelle et informelle. L'objectif étant de pallier aux insuffisances de l'enseignement exclusivement donné en français et de favoriser l'accès à la lecture, à l'écriture et à l'école pour tous. Mesdames et messieurs, à l'IRLA, nous sommes convaincus que la prise en compte de ces propositions contribuera à la valorisation de notre patrimoine linguistique ainsi qu'à sa préservation. La langue, c'est le support privilégié de la culture nationale dans sa diversité. Nos langues sont nos âmes. Nos langues sont notre identité. À travers nos langues, il est possible que nous amorcions un processus de développement harmonieux, inclusif et durable. Ainsi, l'IRLA fonde beaucoup d'espoir sur vos débats d'orientation de la Constitution pour aider le gouvernement de la République et le CNRD à prendre des mesures idoines et éclairer sur la question irrésolue des langues nationales. Sur ce, nous souhaitons plein succès au débat et nous vous remercions pour l'attention soutenue.